Comment tu vois le fonctionnement entre, tu parles de notre équipe, hein, corps, mental, émotion et comment est-ce que tu vois ce fonctionnement? Comment chacun se répond? C'est-à-dire on voit vraiment qu'il y a une circulation, hem, entre les émotions qui s'associent à des pensées qui sont en lien avec des croyances et tout ça qui se mélange. Et comment est-ce que toi tu perçois ces éléments-là? Presque j'allais dire de manière, physique quoi, c'est-à-dire comment est-ce que tu vois le jeu qui se joue entre ces différents éléments en nous? Oh, c'est là une merveilleuse question et bien qu'il y ait toujours des, des mécanismes similaires, cette interaction-là, ce jeu qui se donne, est propre au fait à chaque personne. Donc, il y aura par exemple, lorsque tu observes on appelle ça peut-être communément le champ énergétique de la personne, chez certaines personnes, il y aura une prédominance émotionnelle par exemple, et c'est elle qui va donner comme c'est comme elle qui va être le moteur, au fait, de tout le processus qui va être engendré après, comme des pensées, puis après des modifications au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, etc. Puis il y en a d'autres où ça part plutôt du mental, d'autres où ce sera plutôt physique. Donc il y a déjà cette teinte-là, au fait, euh, qui peut être discernée d'une personne à une autre. Après, chaque individu a sa propre empreinte énergétique, vraiment. Et ben, par exemple, quand je perçois une personne, chaque personne a, moi, il y a des symboles qui défilent, tu sais, un peu comme dans Matrix, ça ressemble un peu à Mmh. ça. Et donc, chaque personne, en fait, a son propre champ d'information et donc, il y a des symboles qui lui sont propres. Et ces symboles, en fait, indiquent qu'est-ce qui prédomine à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est le corps physique qui est plus à l'avant-plan? Est-ce que c'est le mental, le système émotionnel? À quelle mémoire est-ce qu'elle est reliée davantage? Parce qu'il y a tout le plan aussi des lignées familiales et de toute l'évolution humaine. Et donc, toutes ces choses-là, au fait, défilent un peu comme ça devant mes yeux. Et c'est un code qui se lit sans en être conscient, parce que je pense que je n'arriverais pas à le déchiffrer si on me le montrait comme ça. Donc, ça Mmh. se décode comme intuitivement. Et en fait, ce code-là, il a une structure de base. C'est comme si il avait une forme qui lui est propre. Comme chaque être humain a une forme, une structure énergétique qui lui est propre, mais qui a après dans ses ramifications, mais seulement dans ses ramifications, des possibilités de variation. Et c'est à travers ces ramifications-là aussi, quelque part, que le contact se fait avec d'autres plans énergétiques, que ce soit le plan énergétique d'une autre personne ou d'un autre état de conscience. Mais le corps même, au fait, de cette structure énergétique est vraiment propre à la personne. Et moi, c'est ce qui me fascine. Quand je suis, par exemple, face à une salle où je donne une conférence ou je sais pas, où je suis avec des personnes, c'est ça qui est tellement beau à voir. C'est que c'est comme si il y avait un orchestre avec, imagine, 100 instruments et chaque instrument a plusieurs cordes et ça lui donne un son qui lui est propre. Et dans les ramifications, ça va créer une symphonie parce que chaque instrument s'accorde à l'autre. Et c'est là où je me dis à chaque fois, mais waouh, la beauté de la vie, parce qu'elle arrive à orchestrer environ 8 milliards, si on prend juste l'humanité, environ 8 milliards d'instruments. Elle arrive tous à les accorder, les uns aux autres. Même quand on croit qu'il s'agit d'une dissonance parce qu'on se dispute avec notre voisin, non, c'est là aussi il y a un accord qui se fait. Ou peut-être qu'à travers cette première dissonance, il y a après une harmonie qui va se créer. Donc, elle arrive à orchestrer 8 milliards de scénarios. Enfin, elle bat de loin Spielberg. Il faut le faire, hein, quand même, de gérer 8 milliards de scénarios. Chacun traverse sa propre empreinte énergétique et son propre son, mais qui va pouvoir s'accorder avec d'autres. Donc, euh, donc, ce jeu qui se donne, il m'est très difficile de mettre tout cela en mots, je t'avoue. On n'a pas Mmh. le vocabulaire pour. Il faudrait que je puisse te parler en
en son, mais qui ne sont pas perceptibles pour l'être humain. Ce serait plus simple. Donc, il m'est difficile après aussi d'entrer plus en détail au niveau du vocabulaire humain. C'est un peu limitant. Je comprends, je comprends. Oui, et c'est vrai que c'est magique, mais cet accord dont tu parles est fascinant, mais il est fascinant à l'intérieur de nous aussi. Parce que cet accord de toutes nos cellules qui arrivent à dialoguer entre elles et qui font avancer et qui nous amènent à des prises de conscience à travers des expériences, ça aussi, c'est quelque chose qui est fascinant, qui est magique finalement. Même si on cherche encore comment tout fonctionne. Ah oui. Et ce qui est merveilleux, c'est que, enfin, j'espère du moins, qu'on ne trouvera jamais tout ce fonctionnement. Parce que sinon, l'émerveillement, on ne serait plus émerveillé, tu vois. Il n'y a pas d'émerveillement s'il n'y a pas de mystère. Sans une part de mystère, je crois que voilà, cette joie qui nous habite et cet émerveillement d'enfant qui nous habite aussi, même à l'âge adulte, se fanerait rapidement si on savait, ah bah ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça, et ça interagit avec ça. C'est tellement vaste aussi, même lorsqu'on a déjà un aperçu de ce qui se passe ici dedans. Je crois qu'à l'heure actuelle, très chère Bérangère, au niveau humain, notre cerveau, nous ne sommes pas dotés. euh, d'un cerveau peut-être euh, qui soit en mesure de nous restituer toutes ces informations. Hein, alors, on sait que notre cerveau reçoit d'innombrables informations à la seconde, et qu'il n'y en a que certaines qui sont filtrées. Donc, il y a un filtre qui se crée quelque part. Ce filtre-là n'est sûrement pas là pour rien. Parce que si maintenant je devais recevoir toutes les informations, imagine ne serait-ce qu'en lien avec déjà toutes mes lignes familiales, ça fait déjà beaucoup d'infos plus toute l'humanité, je pense que ce corps physique-ci imploserait, exploserait ou passerait à l'état gazeux, je ne sais pas, il lui arriverait quelque chose, certainement, parce que trop d'énergie qui se déploie. Et on a peut-être à l'heure actuelle pas encore un cerveau, et je pense que ça c'est dû à notre structure d'ADN qui est tout le temps en mutation. On parle toujours des doubles brins, mais il y en a bien plus que deux, mais la science reste focalisée, parce qu'elle devrait changer toute sa littérature, sinon imagine. Imagine le bordel. Donc, c'est comme ça à dire, ah oui, mais en fait, il y en a 22, et oui, il y en a plus encore. Donc, moi, j'en suis à 84 à l'heure actuelle, des brins d'ADN. Mais le truc, c'est que toutes ces informations, tout cet ADN même, qui ne nous est pas, qu'on n'arrive pas à détecter avec la technologie qu'on a aujourd'hui, n'est pas inexistant pour autant. Hein. On arrive à détecter deux, trois, quatre, on a réussi quand même. Je crois cinq, c'était le maximum, je ne sais plus. Mais il y en a beaucoup plus, mais dans un champ justement énergétique auquel nous n'avons pas encore accès. Et je pense que ceci est dû à notre cerveau. Donc, cela ne m'étonnerait pas si par la suite, dans l'évolution humaine, on ait des cerveaux plus développés, surtout au niveau de la glande pinéale. On aura bien d'autres formes et d'autres visages le jour où on pourra non seulement recevoir ces informations-là, mais aussi les manifester dans ce plan-ci. On aura d'autres corps pour le faire, parce que aujourd'hui, je pense que ça risquerait plus de le briser qu'autre chose. Tu fais vraiment, et on le ressent quand tu parles, quand tu expliques, tu fais vraiment une différence entre euh, la personne qui représente ce qu'elle représente, la personne Nasrine, et puis finalement cette étincelle, cette énergie que tu es et que nous sommes tous finalement. Et j'aime beaucoup comment tu parles de la dépersonnification, désidentification plus précisément. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que toi tu ressens et vis cela au quotidien? Pardon, Bérangère, comment je ressens quoi au quotidien? J'ai pas entendu. Cette désidentification. Comment je la vis, cette désidentification? Mhm. Euh, Alors, il est vrai que par rapport à la désidentification, alors qu'est-ce que la désidentification pour que je puisse un peu la contextualiser, parce qu'on peut l'interpréter de mille et une façons.
Euh, la désidentification est un point de vue ou un état de conscience qui nous permet de savoir en permanence que cet être humain est une expression possible de ce que nous sommes ou de cette étincelle, comme tu l'as merveilleusement bien évoqué avant. Que cet être humain est une expression possible parmi tant d'autres. Donc la désidentification, c'est quoi? C'est avoir conscience que je ne suis pas cela ou pas que cela, mais que cette expression-ci, en fait, est comme le résultat d'un battement de cœur, d'une conscience impersonnelle, de cette étincelle que tu évoquais avant, et que c'est juste une expression momentanée d'un cœur qui est là à l'arrière-plan et qui est antérieur à cet être humain. Donc, pour moi, la désidentification, je devrais plutôt le dire de cette manière-ci, l'identification, pour moi, était très difficile. Mhm. J'ai toujours eu beaucoup de peine avec le mot je. Parce que j'ai toujours. Alors, le jour où j'ai commencé vraiment à m'exprimer, c'était en nous. Parce que pour moi, Nasrine, ici, c'est une possibilité parmi tant d'autres, parce que Nasrine, pas Nasrine en tant qu'être humain, mais son énergie, cette étincelle, se déploie à travers, plus précisément ici, 21 sphères de conscience, simultanément. Donc, c'est comme si j'étais à 21 endroits à vivre 21 choses dans 21 univers qui sont différents les uns des autres et qui n'ont franchement rien en commun avec cette sphère humaine. Donc, pour moi, il était naturel de dire nous. Et la première conférence que j'ai donnée, d'ailleurs, les gens étaient plutôt choqués parce qu'ils ne comprenaient pas ce nous. Et comme j'ai donné ma première conférence, je crois que j'avais, je sais pas, 19 ans, et je ne me suis pas aperçue au fait de cette problématique, a priori, parce que ça parle tout seul, hein, lors des séminaires, etc. Et c'est là, finalement, je me suis dit, mais OK, il y a un problème à nouveau quelque part chez moi, c'est ce nous. C'est-à-dire que j'ai de la peine à m'identifier à quelque chose. Et donc, j'ai dû apprendre à dire je. Mais tout en disant je, au fait, j'ai bien compris que ça me servait simplement dans ce monde-ci à montrer ce qu'est Nasrine, mais que dans cette dimension-ci, que dans ce plan humain, à l'autre, pour que je puisse mieux interagir avec le monde qui m'entoure. Donc, l'identification, si on veut aller observer le mécanisme un peu de plus près, si on s'imagine qu'il y a une conscience impersonnelle ici, une source d'énergie, on peut appeler ça comme ça. De toute façon, tous les mots sont faux. Mais on imagine qu'il y a une source d'énergie ici, antérieure à cette expression-ci. Eh ben, cette source d'énergie, au fait, elle peut aller déployer son énergie dans différentes directions. Il faut s'imaginer quelque chose de tentaculaire. Donc, elle a plusieurs bras, plusieurs voies d'expression. Et l'identification, dans ce cas-ci, c'est lorsque l'énergie de cette conscience impersonnelle vient nourrir, au fait, Nasrine, vient nourrir Bérangère, vient nourrir une entité qui n'est pas forcément un être humain, hein, ça peut être, peu importe, quelque chose dans le monde manifesté. Donc, quand cette conscience impersonnelle vient nourrir énergétiquement, en fait, cette entité qu'on appelle Nasrine, bah, ce transfert d'énergie est ce qu'on appelle un mécanisme d'identification. Donc, tu sais, la désidentification, je collabore avec beaucoup de médecins, psychiatres, de psychologues, parce que dans mes accompagnements individuels, et j'ai beaucoup échangé aussi avec des personnes qui étaient suivies par des psychiatres et des psychologues. Donc, on a beaucoup échangé à ce sujet et j'ai toujours été très étonnée quelque part qu'il y ait autant de réticence même face à ce mot qui est la désidentification. C'est quelque chose qui peut faire peur. Mhm. Parce que quand je parle de désidentification, enfin quand on ne rentre pas trop dans les détails, les gens ont comme un a priori là-dessus et pensent que lorsqu'on est désidentifié de l'être humain, alors l'être humain devient dysfonctionnel, il perd son pouvoir, entre guillemets, sur la vie où il ne sait plus se reconnaître, il perd comme ses contours. Mais ça n'a rien à voir avec cela. La désidentification nous permet au fait de diriger
l'énergie de cette conscience impersonnelle que nous sommes, quelque part, peut-être à la base, de diriger cette énergie autant dans ce plan-ci humain, mais aussi de pouvoir la diriger dans d'autres univers, dans d'autres sphères de conscience, justement. Donc, pour moi, la désidentification, c'est comme un objet qu'on utilise de manière plutôt mécanique, mais c'est énergétique, mais ça ressemble à une mécanique, en fait, qu'on manipule pour pouvoir retirer l'énergie un peu d'ici et aller voir ce qui se passe dans d'autres plans. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui se produit une fois chaque 24 heures. Donc, quand je collaborais, quand je discute encore avec les psychologues, je leur dis, mais la désidentification, c'est pas surnaturel. Quand je m'endors le soir, quand je passe de mon état de veille à mon état de rêve, je ne suis plus la même version de Nasrine. Il y a donc une désidentification par rapport à cette Nasrine que je connais, mais à l'état de veille. Alors, tu vois, on dit toujours de la réalité. Quand on dit oui, mais ça, c'est ma réalité, on réfère cette réalité très souvent uniquement à notre état de veille. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que mes 24 heures sont régies par trois mécanismes. L'état de veille, l'état de rêve, et puis après, il y a le sommeil profond, où l'individu, les contours de cet individu se dissipent complètement, où il n'y a plus personne. Mais il y a aussi ce mode d'état de rêve, justement. Et donc, il y a une désidentification. Je ne vis pas à travers les mêmes mémoires, je n'ai pas les mêmes capacités, je ne perçois pas le monde manifesté de la même manière que lorsque j'expérimente le monde à travers cet état de veille. Donc, la désidentification, vois-tu, est un processus qui est très naturel. Mhm. Et je trouve sincèrement dommage qu'on ne mette pas cela plus à l'avant-plan pour que l'être humain, pour que l'énergie qui se déploie à l'intérieur de cet être humain, pour que cette énergie ne puisse pas être utilisée quelque part à meilleur escient. Parce que si j'arrive à me désidentifier facilement, et ça se fait facilement, parce qu'appuyer sur un bouton et on se désidentifie, ça va continuer à fonctionner ici. Donc, moi, je suis ici à Bérengère, on est ensemble, on discute, je peux converser, je comprends, j'entends ce qui est dit, mais en même temps, il y a d'autres réalités qui se donnent simultanément à celle-ci. Donc, ça ne me rend pas dysfonctionnel pour autant. Mais si j'arrive à mieux, quelque part, utiliser l'énergie qui se déploie déjà ici, je peux aller explorer après le monde des rêves, je peux aller manier cette réalité, parce qu'elle est très malléable, beaucoup plus malléable que ce monde de veille, et je peux aller explorer aussi ce qu'il y a après dans le monde du sommeil profond, là où il n'y a plus personne. Donc, la désidentification aujourd'hui, du moins, disons, dans le milieu psychiatrique est quand même très souvent corrélé à des troubles psychiques bien Mhm. avancés, comme la schizophrénie, par exemple. Et ayant collaboré aussi et accompagné des schizophrènes, à chaque fois que je converse avec ces personnes, je me rends bien compte qu'elles n'ont pas, en tant que telles, un véritable problème. Enfin, vu de l'extérieur, on va se dire, elle est dans un problème de dissociation, elle entend plusieurs voix. Pour moi, ça a toujours été naturel. Donc, j'ai presque l'impression que je me retrouve parmi des gens avec lesquels il y a une compréhension qui se fait très facilement. Mais vois-tu, très cher Bérangère, je ne veux pas trop m'étaler parce que j'ai un mental super bavard, il faut me dire. Mais la désidentification ou l'identification, c'est simplement un transfert d'énergie qu'on peut utiliser à bon escient. Et ça ne me rend pas dysfonctionnel pour autant, bien au contraire. J'arrive à mieux gérer mon énergie si je Mhm. sais utiliser le mécanisme. D'accord. J'imagine que tu accompagnes pour arriver à mettre en place ce processus. Ça doit être vraiment intéressant. Mais euh, en t'écoutant parler, je me disais, effectivement, tu parlais de l'état de veille, de l'état de rêve, qu'on connaît tous très bien d'ailleurs. Et, et on voit cette différence et cette facilité avec laquelle, dès qu'on entre dans cet état de rêve que l'on définit comme étant notre réalité finalement, on se retrouve face à nos luttes intérieures, à notre ego et à cette identité qu'on a finalement envie de tenir coûte que coûte d'une certaine façon. Et
comment est-ce que, parce que là, on va se retrouver avec des gens qui vont être très intéressés pour ne plus ressentir cet ego ou ce mental fort. Il y a beaucoup, on est dans, 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 dans cette lutte intérieure. Est-ce que le chemin que toi tu as parcouru t'a permis de sentir cette légèreté, ne plus être dans cette lutte? Donc ça, tu nous l'as expliqué, mais lorsque tu accompagnes, comment est-ce que tu accompagnes des gens à ne plus être dans cette lutte et dans cette identification à l'ego? Alors, il est peut-être faux de dire de ne plus être dans la lutte, parce que l'accueil est une énergie inclusive et accueille aussi l'état de lutte. Donc, il s'agit plutôt d'accueillir ce qui est, tout simplement, à un moment donné, accueillir ce qui se manifeste à travers le corps, à travers le mental, à travers le système émotionnel, à travers cette merveilleuse équipe terrestre. Et il ne s'agit pas tant, au fait, de forcer quelque chose, mais plutôt d'observer ce qu'est finalement ce moi qui essaye de se protéger et qui n'a pas envie de se dissoudre, qui n'a pas envie de se désidentifier, qui veut revenir à ses habitudes, à sa propre structure, et qu'il s'agit là finalement vraiment d'un mécanisme qui est naturel aussi. Hein, si on observe les choses, le soir, je vais m'endormir, d'ailleurs très tranquillement, en règle générale. Je ne sais pas si le moi ici ne sait pas s'il va ouvrir les yeux demain sur ce monde, mais il s'abandonne, il se fait engloutir quand même par le monde des rêves et puis après par le sommeil profond, le moi se fait donc complètement dissoudre quelque part. Arrive le matin où le réveil sonne et ce moi se reconstruit. Alors il y a juste cette fraction de seconde avant, vois-tu, où on est là, où les yeux s'ouvrent, on regarde le plafond, il y a cette micro-fraction de seconde où il n'y a que l'être quelque part qui prédomine. On ne sait pas qu'on est en tant qu'être humain, on n'a pas de mémoire, on ne reconnaît pas forcément les lieux. Ça nous arrive peut-être plus souvent quand on va en vacances. Puis on se réveille le premier matin dans un nouveau lieu. Tu vois, il y a ces fractions de secondes, on se dit, mais je suis où, je fais quoi? Puis on se dit, ah, trop cool, je suis en vacances. Donc, ça se produit tous les matins. Donc, il y a toujours cette fraction-là, ce petit laps de temps où le moi n'est pas là, où le moi n'a pas encore eu le temps de se construire. Mais cet espace vide, quelque part, et qui n'est pas hermétique, mais cet espace vide où il n'y a que l'être, si on veut nommer ça de cette manière, cet espace-là est toujours là. C'est juste que autour de cet espace vide, ce je suis sans nom, sans forme particulière, autour de cette première espace vide vient se greffer la mémoire. Et le moi est un amas de mémoire. Parce que si j'enlève toute la mémoire, toute ma mémoire, je ne peux même plus dire je. Il n'y a plus de possibilité de placer une identité à cette structure-ci. Donc, euh, en fait, mon invitation, c'est pas d'aller à l'encontre de, 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 de quoi que ce soit, mais c'est d'aller observer. On utilise beaucoup justement l'observation pour aller déceler comment fonctionnent ces mécanismes de construction, d'identité de moi. Je suis Nasrine et en tant que Nasrine, j'interagis avec Bérangère. D'accord, mais après, je vais aller m'endormir, je vais me faire engloutir. Nasrine va disparaître, elle meurt une fois chaque 24 heures. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a peur de la mort. Hein. Le moi a peur de la mort alors qu'il meurt une fois chaque 24 heures. Quand même, c'est un truc de fou. Donc, et le lendemain, ça se reconstruit. Donc, il ne s'agit vraiment pas d'aller à l'encontre, il ne s'agit pas de forcer les choses, il ne s'agit pas de changer la mécanique non plus, parce que pour moi, chaque mécanique est propre à la structure dans laquelle elle vit. Donc, l'être humain a sa propre mécanique, son propre fonctionnement, le moi est nécessaire. L'ego, alors, c'est en tout cas pas la chose à bannir. Souvent, on a un peu, enfin, on lui porte des jugements assez négatifs, hein, surtout peut-être dans le monde dit spirituel ou dans le développement spirituel. Souvent, les gens m'ont dit, ah, il faut que je tue mon ego, ou tu as un ego trop développé. L'ego, si on observe ce que c'est à nouveau, en tout cas pour moi, c'est ce qui permet au fait à cette entité-ci d'exister en tant que cette entité-ci. Ça veut dire que s'il n'y avait pas d'ego, je n'aurais pas de structure propre.
S'il n'y avait pas d'ego, il n'y aurait pas l'illusion de séparation. Donc, je ne pourrais même pas converser avec Bérengère. Donc, l'ego est fondateur de cette scission primaire qui nous donne le sentiment d'exister. Si je tue l'ego, je tue ce sentiment d'exister. Je ne peux pas fonctionner en tant qu'individu ici sans ce sentiment d'exister. Il est toujours antérieur à tout. Donc, je suis est toujours antérieur à tout et je ne peux que dire je suis parce que l'ego est là. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel aussi et qu'il ne faut en tous les cas, pour moi, pas bannir, qu'il ne faut pas minimiser, qu'il ne faut pas changer. Il s'agit, mon invitation est toujours la même, Bérangère, pour résumer. C'est de s'asseoir avec ce qui est, avec les informations que nous recevons et de les observer et apprendre d'elles. Donc, si on prend l'exemple de mon corps physique, pour rendre les choses un peu plus concrètes peut-être, on a peut-être dans notre société ou à l'ère à laquelle nous nous trouvons ici au niveau de l'humanité, on a certaines prétentions, je trouve, face à la relation que nous entretenons avec notre corps physique. Il y a quelque chose qui a fait que l'homme est devenu comme l'homme-dieu. Il y a quelque chose de voilà, il y a une espèce de pouvoir là, qui s'est manifesté. Hein. C'est pour ça qu'on parle de la loi d'attraction, de toutes ces facultés que l'être humain a. Mais il y a juste une chose qu'il ne faut pas oublier, je crois aussi, c'est que le corps physique, ou sans corps physique, je ne peux pas fonctionner ici en tant qu'ego, Nasrine. Donc le corps physique, si je veux vraiment apprendre de lui, comprendre comment il fonctionne, comprendre pourquoi elle est dans telle situation, pourquoi elle expérimente telle maladie ou peu importe. Il faut que j'ai assez d'humilité pour m'asseoir avec lui et l'écouter. Donc, il ne s'agit pas d'aller lui imposer des pensées positives ou d'aller faire des mantras. J'ai rien contre tout cela, mais il faut après observer les mécanismes sous-jacents. Et souvent, c'est de la lutte. Donc, quand quelqu'un me dit, ah, si je visualise un corps en bonne santé, est-ce que ça va l'aider? Je dis toujours, là n'est pas la question. La question, c'est pourquoi utilisez-vous cet outil? Parce qu'il y a de la lutte. Donc, ce que je veux dire par là, très chère Bérangère, c'est l'invitation est, je m'assieds au fait avec les informations que je reçois, je m'assieds au pied de ce sage qu'est mon corps, au pied de ce sage qu'est mon mental et mon système émotionnel en tant qu'humaine. Cela m'est vraiment bénéfique parce que le corps est constitué d'innombrables cellules et qui ont des mémoires, une accumulation de mémoires qui date de milliards d'années. Donc, il peut m'apprendre d'innombrables choses, des choses que je ne trouverai jamais dans aucun livre. Et je peux voyager à travers les mémoires de ce corps physique. Quand je veux aller voir comment ça se passe, je ne sais pas à quelle époque de l'humanité, c'est à travers la mémoire de ces cellules que je vais voyager. Je ne pars pas vers je ne sais où, j'entre ici dedans et je me mets en contact avec cela. Donc, pour résumer, je suis très longue au niveau de ma réponse, très chère Bérangère, mais pour résumer, il s'agit vraiment en fait d'être disponible, de se rendre disponible. Accueillir veut dire je me rends disponible à l'information, à la douleur du corps physique, à la pensée dite négative qui traverse mon mental, qui n'émane pas de lui, ça le traverse. Il est un réceptacle, il n'est pas un producteur de pensée. Un cerveau ne produit des pensées, d'ailleurs, c'est aujourd'hui prouvé même scientifiquement. Le cerveau est un réceptacle capte des pensées. Et après, tu vois, quand tu commences à faire le tri, à te dire, mais attends, est-ce que telle pensée m'appartient ou pas? C'est là où on part aux éclats de rire parce qu'on se rend compte que nous sommes des télépathes en tant qu'humains et que nous sommes dotés d'une extrême sensibilité. Et donc, mes pensées peuvent être les tiennes ou je les capte je ne sais pas de qui. Et c'est pour ça qu'il m'arrive, quand je marche dans la rue, je viens de sortir d'un bon repas et d'un coup, je me dis, oh, j'ai envie de spaghettis, alors que je viens de manger. Mais ce n'est pas ma pensée. Donc, il s'agit vraiment d'aller observer tous ces mécanismes et ces informations et d'interagir avec, sans prétention, sans jeu de pouvoir. Je suis ici et après j'ai mes trois employés, le corps, le mental et le système émotionnel. Non, à pied d'égalité. On veut s'asseoir et apprendre. Elle est vraiment là l'invitation et ça passe par beaucoup d'observation. Tu nous parlais des 21 sphères de conscience dans lesquelles tu navigues avec beaucoup de facilité.
comment est-ce que ça vient compléter l'expérience que tu vis en tant que Nasrine incarnée? Ah ouais, et c'est une question très intéressante. Comment est-ce que ça vient compléter? Alors, ça ne complète absolument rien. C'est-à-dire que l'expérience Nasrine en tant qu'humaine est déjà complète. Donc, si tu veux, c'est comme l- l- l'expérience humaine, c'est comme une pétale d'une fleur. Voilà. Et puis à côté, il y a une autre pétale. Mais ces pétales entre elles ne communiquent pas, elles ne se complètent pas, bien que si je regarde la fleur, je me dirais, oh, il faut toutes ces pétales pour que cette fleur ait l'air complète. Mais ces autres expériences n'apportent absolument rien à la vie de Nasrine en tant qu'humaine, parce que ce sont des réalités totalement autres. Mm. Et comme quand tu navigues à travers une autre sphère de conscience, il te faut un autre vaisseau, comme on disait tout à l'heure. Donc, ce vaisseau-ci, qui est cet être humain-ci, bah, il va atteindre sa limite à un moment donné. Et il n'est pas constitué du matériau nécessaire pour traverser cette couche, tu vois. C'est comme si on traversait la couche et quand il n'y a plus d'atmosphère, quand il n'y a plus d'oxygène, au bout d'un moment, on suffoque. C'est pareil aussi pour ce vaisseau-ci. Donc, il n'a pas le matériau nécessaire pour pouvoir aller voir, lui, d'autres euh, états de conscience ou d'autres sphères de conscience. Il Mm. faut utiliser un autre vaisseau. Mais ces vaisseaux entre eux, au fait, ils ne se complètent en rien parce que chaque pétale est déjà complète. Chaque pétale est déjà parfaite, est déjà régie par ces différents mécanismes et qui ont été merveilleusement bien orchestrés dans les moindres détails. Mm. Ok. Oui, à chaque fois, c'est comme une plongée. Alors, dans notre langage, on est un peu obligé de séparer les choses. Je me doute bien que c'est pas séparé et qu'on est vraiment sur une autre façon, une autre temporalité d'une certaine façon. En tout cas, pas sur cette gestion linéaire qu'on peut avoir. Mais c'est un peu comme si finalement il y avait une plongée dans une sphère, une autre. Et finalement, est-ce qu'il y a un ordinateur central à tout ça, d'une certaine façon, j'ai envie de dire? Oui, oui, il y a cet ordinateur central que je peux appeler cette conscience impersonnelle. Tu vois, qui est comme le cœur, qui a la 21 vaisseaux, et le cœur va envoyer son sang à travers tous les vaisseaux pour aller nourrir chaque pétale. Mm. Il y a vraiment un centre autour duquel il y a, et pour cette réalité-ci, je ne sais pas comment il faut dire, où il y a ici en tout cas 21 possibilités, autres possibilités. Mais ça, c'est juste une structure parce on regarde les choses encore ici dans le microcosme, j'ai envie. Dans le macrocosme, il y a encore d'autres structures. Donc ça, c'est une possibilité parmi Mm. bien d'autres encore. Mais ça n'est pas même concevable pour l'esprit humain. C'est comme d'aller lui dire, fais-toi une image de l'univers. Peut-être qu'il arrive, mais maintenant on va lui dire, alors maintenant fais-toi une image du multivers. C'est difficile. Mm. Il n'a pas le cerveau pour l'instant. Mm. J'entends bien, je comprends bien. Et justement, il y a Anne qui nous demande, est-ce que Nasrine peut nous parler des 21 niveaux de conscience, s'il vous plaît? Oh, ce sera avec grand plaisir. Mais ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible déjà parce que ça me prendrait un certain temps. Mm. Parce que il est vraiment important de mettre en place, au fait, ce fameux mécanisme. Je crois que notre discussion a commencé comme ça, qui s'appelle la désidentification. Donc, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, là, on va entamer toute une session de nouveaux séminaires sur la mécanique de l'esprit.
C'est un, c'est la première conférence que j'ai donnée il y a 20 ans, ça s'appelait justement la mécanique de l'esprit. Et là, c'est la désidentification comme voie de guérison ultime. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on entame, on met en place ce processus de désidentification parce que tout passe par là. Et donc, il ne servirait à rien, et encore moins, je crois, à cet être humain, que d'aller essayer de décrire les choses. L'invitation, quand les gens viennent à ce séminaire, c'est que l'expérience se fasse. Et les gens qui font cette expérience ici n'arrivent pas à en parler. Donc, ce n'est pas une information qui est divulgable. C'est pas parce que je ne veux pas, mais c'est parce que c'est pas possible en tant que tel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée ce mécanisme, la désidentification, pour après aller, on se remet dans le centre et depuis le centre, ici en haut, après, on arrive facilement à suivre les battements de cœur de cette conscience impersonnelle. Dans le courant du développement spirituel, on pense parfois que beaucoup d'expériences, même avec le corps, sont prédéterminées. Comme si finalement il y avait eu un choix d'âme au départ, de cette étincelle qui disait, voilà, avec mon corps physique, je vais expérimenter peut-être telle maladie ou telle chose ou ceci ou cela. Et finalement, on a l'impression que c'est plus complexe que ça. Comme s'il y avait aussi la conscience de l'être incarné, la conscience qu'il a de son propre corps, de la façon dont il va en prendre soin, l'accompagner. Et voilà. Et est-ce que c'est plus clair comme ça, si je te l'explique de cette façon-là? Oui, très chère Bérangère, merci, merci beaucoup. Oui, tu vois, il est vrai que, en effet, ta question, en fait, bah, est peut-être même difficile à formuler parce que elle englobe un vaste champ d'observation et qui lui inclut, en fait, plusieurs points de vue. Et il est parfois difficile, en fait, de créer des ponts entre les différents points de vue. Mm. Parce que la réalité est complètement différente. Donc, je regarde la vie depuis ici, ça va me donner une réalité spécifique. Je vois la vie qu'à partir de là. Toi, tu la vois de l'autre côté. Tu vas me dire, mais non, Nasrine, de ce côté-ci, non, la vie est verte. Et moi, je regarde ici et je te dis, non, non, mais elle est rouge. Mais on n'arrive pas forcément à faire de pont, en fait, entre ta réalité et la mienne parce que l'expérience qui est vécue depuis ce point de vue diverge complètement d'un autre point de vue et donc de l'expérience qui se donne à travers cet autre point de vue. Donc il y a, disons, des courants de pensée qui ont traversé l'humanité qui traversent toujours l'humanité et qui diront plutôt, ben voilà, j'ai choisi quelque part de m'incarner, je sais que si telle chose m'arrive, c'était inscrit. Euh, Bien évidemment, ce point de vue-là, je le trouve très intéressant et très léger quelque part, parce que finalement, cette notion de responsabilité aussi quelque part est plus à l'arrière-plan, puisque j'ai choisi cette incarnation et de m'incarner auprès de ses parents et de vivre auprès de ses frères et sœurs et de vivre tel accident ou tel traumatisme ou telle joie ou tel succès, etc., etc. Finalement, j'ai pas de mérite non plus, tu vois. Il y a un peu ce côté de mérite qui s'efface aussi et de responsabilité parce que ma foi, c'est comme ça que ça devait s'expérimenter. Puis tu vas à l'extrême opposé, là, tu vas à 180 degrés, tu vas à l'opposé, tu regardes la même vie, le même monde manifester, cette même énergie depuis cet autre point de vue et tu vas te dire, bah non, Bérangère, pas du tout. Euh, ou peut-être oui, tu as choisi de venir, mais tu as quand même, il y a quand même un choix, tu as le libre arbitre, tu peux appréhender ta vie à travers ta propre énergie et tu peux la rendre malléable, tu peux la contrôler d'une certaine façon aussi. Et ça va donner toute une autre réalité qui est ornée de responsabilité, qui rime souvent aussi avec culpabilité, hein. Il y aura le sens du mérite.
aussi la fierté qui va venir, qui va dire oui, c'est grâce à moi que j'ai, nanana, etc. Parce que dans l'autre point de vue, tu vas dire bah non, c'est inscrit comme ça, c'est grâce à personne. Ça, c'est juste fait comme ça. C'est juste comme ça. C'est merci à personne. Ou alors merci au script, au scripteur, à celui qui écrit le script, ou la vie, j'en sais rien. En tout cas, pas merci à moi, j'ai rien à voir là-dedans. Donc, vois-tu, ce sont des réalités tellement opposées qu'il est très difficile de faire des ponts. Mais il y en a d'innombrables. Hein, le côté déterminisme, puis il y a le côté où il y a le libre arbitre, euh, très, très, très débattu dans le monde philosophique également. Si nous observons ce qui est magique là-dedans, je trouve, ce n'est pas tant de se dire, ah, bah, j'adhère plus à ceci ou à cela. En fait, c'est d'aller s'amuser à travers ces points de vue. Donc, imagine qu'il y a le monde manifesté, on va appeler ça la vie ici au centre, qui est comme un espace qui n'a pas de contour. Mais chaque point de vue, tu sais, c'est comme ces dessins où tu as des points que tu dois relier. On a appris à faire ça quand on est à l'école, voilà. Et puis à la fin, ça donne la forme d'un chat. Et bien ici, c'est un peu pareil. La mécanique ici de cette sphère de conscience-ci, si on veut appeler ça comme ça, est faite de manière à ce que chaque point de vue va amener un point précis pour que une structure puisse s'établir. Pour que ce monde manifesté puisse exister, il nous faut ces différents points de vue. Et il faut qu'ils soient opposés aussi. Il y en aura certains qui seront juste à côté. On va se dire, ah, on pense de la même manière, on appréhende les choses de la même façon, on aborde la vie à travers la même perception. Puis il y aura le point de vue opposé qui dira, non, mais rien à voir, vous avez rien compris, Nasrid et Bérangère, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est génial. Et fort heureusement qu'il y a cela, parce que sans cette dualité, ce monde manifesté, au fait, ne pourrait pas exister, ne pourrait pas avoir une structure propre. Mais cette structure va changer aussi au fil de l'évolution aussi de notre état de conscience en tant qu'humanité au niveau de la conscience impersonnelle. Et elle va remodeler la chose. Et elle l'a déjà remodelé maintes fois. Mais à chaque fois, ça crée une nouvelle version et donc une nouvelle expérience. Il y aura d'autres points de vue et qui vont donner une autre forme. Donc, je ne sais pas si ça rentre dans ce que tu as dit, très chère Bérangère, mais mon invitation est toujours la même. Il ne s'agit pas d'adopter un point de vue. Il s'agit d'apprendre à faire le grand écart pour que je puisse voir la vie à travers ton point de vue. Et comme ça, je vois ici. Pour que je puisse voir la vie à travers quelqu'un qui n'a aucune affinité avec ce que nous sommes en train d'échanger. Et ça me permettra d'avoir ce point de vue. Pour que je puisse adopter tous les points de vue et goûter à cette structure phénoménale qu'est ce monde manifesté. Oui. Effectivement, c'est aussi accueillir ces perceptions différentes et ne pas s'attacher à être seulement sur une justification de certaines choses en restant finalement sur une perception à 10% d'une forme de réalité, entre guillemets, on va dire ça comme ça.